Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot pour un long résumé, tous les buts de la 22e journée du championnat de France de première division, les matchs allés des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA avec l'exploit des Nantais en long et en large, et puis un retour sur la journée en deuxième division. Et tout de suite avec vous, Jean-Michel Larquet, ce match au sommet de Bordeaux, donc Bordeaux-PSG, un bon match, mais un match d'homme, un match dur, et heureusement qu'il y avait un bon arbitre. Oui, heureusement que la fédération ou la commission centrale des arbitres avait désigné M. Vautreau. Et au sujet de M. Vautreau, vous savez qu'il a arbitré dernièrement l'explosif Irak-Syrie, le match aller. Et dans l'avion du retour, jouant au Havelange, le président de la FIFA a fait une confidence. Il a dit, si l'équipe de France n'arrive pas en finale de la Coupe du Monde, mon favori pour arbitrer cette finale, c'est Michel Vautreau. Et dans ce match, un match qui s'est joué sur un volcan, il fallait un grand arbitre. Et je dirais qu'on attendait du football et que la vedette dans ce match, eh bien, ça a été pour une fois l'arbitre qui s'est sorti avec les grands honneurs de ce guêpier dans lequel il était entré. Alors, je vais vous montrer tout de suite les 5 premières minutes épouvantables de ce match qui a débuté sur, je dirais, un rythme infernal avec des tacles on ne peut plus appuyer. Ce n'était pas au niveau des genoux, mais tout au niveau de la carotide. Là, on joue depuis 20 secondes et M. Vautreau a été obligé d'intervenir. Cette fois-ci, c'est un accrochage de Rohr sur Jacques. Premier avertissement, M. Rohr. Ici, Fernandez et Tigana, partenaires en équipe de France, adversaires d'un soir. Et puis, on va arriver au haut du panier, Bacconnier, qui là ne peut pas éviter le tacle de Girard, et dans la foulée, le tacle de Rohr sur Rocheteau. Une action que l'on va voir au ralenti. Premier carton jaune de la soirée. On voit que Bacconnier a donné son ballon depuis un petit moment. On fauche les blés au mois de novembre dans le stade municipal. Pour ne pas être en reste, la réponse du berger à la bergère. Cette fois-ci sur un long dégagement. Charbonnier, le milieu de terrain défensif. L'autre numéro 6 de ce match va y aller gaiement. Une première fois sur Giresse, une deuxième fois sur Tigana. Deuxième carton jaune. Les explications de M. Vautreau. Personnellement, que la fête du football, c'est pas le carton rouge. C'est pourquoi, dès le départ, lorsque j'ai senti que j'opérais sur un volcan, je n'ai pas hésité à sortir 2 cartons jaunes et à siffler d'innombrables coups francs. Il n'y avait pas d'autre moyen de tenir les équipes. Écoutez, c'est toujours, je ne veux pas dire que la manière employée est toujours la bonne, on peut toujours refaire les matchs après, mais je pense que si on laisse dégénérer une rencontre, on sait que le principal coupable est toujours l'arbitre. Beaucoup de gens ont loué, il n'y a pas très longtemps à Tbilissi, la manière large de notre collègue anglais, c'est vrai, c'est celle que je préfère, mais c'est surtout quand les joueurs le permettent, et manifestement, l'enjeu aujourd'hui ne permettait pas de laisser jouer. Et du football, donc, en première période, il n'y en a pas eu beaucoup, excepté quelques actions d'abord parisiennes, où ici on va voir un bon arrêt de Dropsy sur un tir du pied gauche de Souzic. Ce sera l'action la plus nette à l'actif des Parisiens. Quant aux Bordelais, ils vont essayer de tout tenter, de passer par les ailes, de passer par le centre, mais la défense centrale et les défenseurs latéraux parisiens vont réussir un sans faute. La meilleure occasion bordelaise, elle va se situer à la 30e minute sur un tir en pivot de Giresse, mais la mi-temps arrivait à bon escient pour calmer les esprits. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a quand même été beaucoup plus calme. Il m'a semblé, personnellement, du moins, sur le terrain, que la mi-temps avait fait du bien pour tout le monde. Oui, effectivement, la mi-temps a fait du bien, et notamment aux Bordelais qui vont se montrer dominateurs sur le plan territorial. Il va y avoir peu d'occasions de but, des tirs lointains, comme celui de Girard sur le petit filet de Joël Batz. Mais les Parisiens ne vont pas être en reste, avec ici, sur ce coup franc, une volée superbe, détournée sur la transversale par Dropsy, volée de Philippe Janol, le libéraux. On va voir aussi beaucoup Tigana qui va se multiplier comme il sait le faire sur les côtés. Le ballon va naviguer devant les buts de Joël Batz. Mais la défense parisienne, je répète, va faire bonne mesure. Ici, la meilleure action avec Tigana en bout de pied. Joël Batz est toujours présent.
Et puis un petit numéro de Suzic qui va passer dans un trou de serrure entre Battiston et Touvenel. Là, cette fois-ci, Gropski captera bien le centre. Et puis la superbe action qui va venir de l'autre libéro de l'équipe, celle de Battiston. Un ballon qui va arriver sur le pied gauche et une volée en pleine lucarne. C'était certainement le tournant du match. Joël Batz gardera ses buts vierges jusqu'à la fin du match, ce qui ne fait pas tout à fait le bonheur d'Aimé Jacquet. Est-ce que vous avez l'impression que ce soir il y a eu une passation de pouvoir entre l'ancien champion de France et le futur champion? Je ne sais pas, mais enfin, compte tenu de ce que j'ai vu ce soir, il y a eu une équipe parisienne qui est sûre de son avance et de son football, a su canaliser un petit peu l'événement, et une équipe bordeaux qui n'a pas voulu mourir, qui a tout tenté, qui a tout fait, qui a même, je dirais, réalisé une de ses meilleures mi-temps depuis le début de saison. Malheureusement, le destin nous a été un petit peu contraire, et j'aurais aimé que ce soit un petit coup de pouce nous soit favorable, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà donc ce que disait Aimé Jacquet, et sur la grille numéro 15 du loto qui a passionné les amateurs de football ce week-end, eh bien à la ligne Bordeaux-Paris-Saint-Germain, il fallait mettre N. Vous le voyez, il y a beaucoup de résultats un petit peu surprenants, comme par exemple les victoires de Toulon et de Nice à l'extérieur, les succès de Lorient, de Valenciennes, de Lyon à l'extérieur également, même le match nul entre Toulouse et Lens. Bref, alors les avis sont partagés. Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de lauréat à 16 réponses? Eh bien, ça sera pour demain. On le saura en tout cas demain pour cette 15e grille du loto. Alors derrière le PSG et Bordeaux, il y a également Nantes, que l'on verra tout à l'heure, qui jouait donc hier soir à Bastia. Et puis il y a les autres équipes qui luttent pour ne pas être trop distancées, et notamment l'association sportive de Monaco. L'association sportive de Monaco qui recevait Rennes, une équipe de Rennes qui se défend bien à l'extérieur, comme va nous l'expliquer Didier Roustan, présent au stade Louis II. Et là, sans doute, un match moins passionnant, mais il veut dire qu'il y avait moins de pression. Et en tout cas, c'était plus correct. Et tout de suite, peut-être, on a failli assister à un coup de théâtre avec cette reprise de Guy Lacombe au bout de 10 minutes de jeu, bien détourné par Jean-Luc Ettori. Ici, on a du mal à renvoyer le ballon et finalement, on le renvoie. Et là, vous allez voir le juge de touche qui ne va pas signaler au moins 2 ou 3 joueurs monégasques en position de hors-jeu. Peut-être pas Liégeon au départ, mais enfin le reste, il y a quand même danger de but. Yard avait remarquablement anticipé devant Liégeon. Et puis là, bien vu, monsieur Zvirog, les 2 pieds décollés du sol sur un tacle de face de Claude Puel. Malheureusement, les arbitres interviennent de moins en moins sur ce genre d'action. Mais là, ce n'était pas le cas. Toujours Monaco qui fait dans l'ensemble assez bien le jeu avec Dib. Mais malheureusement, sur cette action, c'est Galou, donc à la 35e minute, qui a été touché à la suite d'un choc qu'il a percuté, je crois, plutôt l'entier. Et à la 43e minute, alors qu'on pense qu'il n'y aura pas de but dans cette première mi-temps, même dans cette partie, qui est finalement assez tristounette, eh bien, une première fois, Bellone est bien près de tromper Pierre Quillard à la suite de ce tir de l'extérieur du pied gauche. Juste un petit peu plus tard, donc une fin de première mi-temps très passionnante, c'est une bonne ouverture de Nino pour son attaquant Charrier. Ici, Bellone paraît mal engagé, il a pourtant 2 défenseurs sur le dos et c'est le but juste avant la mi-temps, quelques secondes avant, une remarquable petite pichenette du droit du gaucher Gingini, vous voyez, sans déborder son adversaire direct. Bellone a réussi à centrer et juste le petit quelque chose qu'il fallait pour tromper Pierre Quillard, donc 1-0 à la mi-temps. On en profite pour arranger un petit peu la pelouse, vous savez qu'elle est en mauvais état et finalement on n'a pas trop de regrets côté spectateur puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de buts dans les autres matchs. On continue cette deuxième mi-temps avec une bonne occasion pour Rennes. Tout le monde se regardait un petit peu à Monaco sur cette action. Malheureusement, Rennes n'a pas cru beaucoup en sa chance dans cette partie. C'est dommage car visiblement les Monégasques étaient bons à prendre. Reprise Monégasque une première fois, puis de Bellone au ras du poteau. Et regardez Guy Lacombe qui part à 70 mètres, début de Jean-Luc Ettori qui n'est pas attaqué. C'est un peu comme à l'italienne, finalement on ne marque pas au milieu de terrain. Le problème c'est qu'on ne marque pas non plus au niveau de l'attaque, puisqu'ici c'est Nino qui était tout seul, mais c'est un vrai gaucher, comme les purs gauchers en général ne sont pas très doués du pied droit.
toujours Lacombe, pas vraiment attaqué. C'est chose faite maintenant. Un bon relais avec Vaudéker. C'est dommage que là, Guy Lacombe ne donne pas en profondeur pour Charrier, qui est obligé de temporiser, de marquer un temps d'arrêt, de revenir sur lui-même. Bref, de perdre un petit peu de temps, qui a permis aux défenseurs monégasques de se reprendre. Et puis à un quart d'heure de la fin, eh bien, Pierre Mosca tente le tout pour le tout en se faisant sortir un milieu de terrain, l'entier remplacé par un attaquant, Relmi, mais il sera trop tard. Dernier rush de Bellone, qui a été une fois de plus attaquant monégasque le plus dangereux. Sur le côté droit, il n'y a personne, alors Liégeon monte souvent. À gauche, en revanche, il y a du monde. Un petit peu à droite, quand il y a Bellone. Évidemment, petite tentative de Pichenet, c'était bien joué. Heureusement qu'Iar n'a pas renvoyé la balle, car à l'affût, il y avait Anziani qui va remplacer Tibeuf à la mi-temps, que l'on retrouve ici, et Daniel Bravo. Dommage pour Monaco, là c'est un petit peu trop fort pour Bellone. C'était la dernière action de cette partie finalement. Meilleur joueur de Monaco, Bellone. Meilleur joueur de Rennes, Pierrick Iar. Ça tombe bien pour les images. Et l'arbitre, M. Zvirog, qui a été très bien, mais décidément une équipe de Monaco qui, malgré sa victoire, déçoit un peu une équipe sans âme. On avait l'impression que c'était son 60e match de la saison, avant-hier soir. Voilà, et une équipe de Monaco, en tout cas, qui a repris un point au PSG et à Bordeaux, mais qui est quand même assez loin au classement des équipes de tête de ce championnat. Autre match important, Le Havre-Sochaux, là c'est dans la deuxième moitié du tableau. C'était déjà, alors que l'on entame à peine les matchs retour, un match à 4 points auquel assistait Philippe Louis. Et un premier bon point pour le public havrais, puisqu'il y avait plus de 8000 spectateurs, malgré la pluie, au stade de Jules Deschazeaux. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est l'équipe qui joue à domicile qui fait le forcing. Là, Rust vient de renvoyer en corner un coup franc de Drieux. Et Rust va avoir l'occasion de briller une nouvelle fois sur un tir de Jacquet, qui passait juste sous la transversale, mais Rust réussit encore à le mettre en corner. Vous verrez par la suite qu'il aura moins de chance. Une nouvelle action qui va donner finalement du travail à Jean-Claude Darmon. Lorenz a obtenu le corner tiré et une tête de Crimo. Rust qui réussit à écarter le danger. Nouveau corner donc, on arrive maintenant à la 41e minute, le tournant de ce match, puisque c'est la minute du but, avec Drieux qui essaie de dribbler, finalement Sylvestre qui écarte, la balle est récupérée par Rombi, alors Monteil qui prend ce ballon, qui cherche visiblement à centrer, regardez bien ce qui va se passer, Rust qui sort et la balle qui va mourir au fond. Un but un petit peu malheureux bien sûr pour les Sochaliens, heureux pour les Havrais, vous allez le revoir. Visiblement la Monteil essaie de centrer, de chercher la tête de Lorenz et finalement il a trouvé Rust qui a fait une petite manchette sur Lorenz. 1-0, c'est le score à la mi-temps, il pleut toujours et une occasion pour les Havrais de marquer le deuxième but, une tête de Jacquet juste sur la transversale. Vous voyez, les Havrais auraient pu gagner définitivement ce match à ce moment-là. Là un petit incident sur ce centre de Ruti. Rombi va se retrouver par terre avec un contact non méchant de Paille. Beau combat donc de Ruti. Oui, ça s'est très bien passé, malgré ce petit incident. Mais... Vous avez gagné au point. Je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai gagné au point, parce que le HAC a pris 2 points et c'était le principal ce soir. Et vous avez pris aussi 8 points de suture. 8 points de suture, mais ça, c'est pas méchant, ça ira samedi prochain. Je ne peux même pas vous dire à quelle minute je suis sorti. DJ Noto m'a dit qu'après il y a eu un peu le feu à la maison, mais pour finir, ils ont conservé le résultat et c'est bien passé. Belle analyse donc de Pascal Rombi et effectivement en fin de cette partie, les Havrais ont eu très chaud, notamment sur cette action de Agerbeck, Krause échouant de très peu sur Casanova. Et sur un coup franc encore, la tête de Sylvestre va passer juste au-dessus des buts de Casanova. Victoire donc 1-0 pour Le Havre, victoire tout à fait logique puisque Crimo, le meilleur buteur havrais, aurait lui aussi pu très bien porter la marque à 2-0, son tir échouant à quelques centimètres des buts sochaliens. Nous sommes contentés de défendre et à ce petit jeu-là, je crois que nous avons cassé un but qui était relativement mérité pour les Havrais. Je crois qu'à partir de là, au deuxième mi-temps, nous avons refait un peu surface. Où est-ce que le Havre a baissé de pied, mais on a posé quelques problèmes. Et enfin, je crois qu'ils se sont battus plus que nous et nous n'avons pas pu égaliser. Et je crois que maintenant, à l'heure actuelle, la situation est plus qu'inquiétante et plus que grave aussi, Sochaux.
Et oui, un match entre deux équipes sympathiques, Le Havre et Sochaux. Le Havre qui a pris les 2 points, qui se maintient un petit peu la tête hors de l'eau. Mais du côté de Sochaux, où il y a pourtant de très très bons éléments, ça ne va pas très fort. Espérons pour eux, pour les Sochaliens, donc que les choses s'arrangeront d'ici la fin du championnat. On va voir maintenant, grâce à des images de nos amis de FR3, les autres rencontres de cette 22e journée. Et vous reconnaîtrez au passage les voix de nos camarades Jean Crinon et Yves Dubois, qui vont avec Philippe Huy commenter ces rencontres. Et on commence par la rencontre entre Marseille et Brest, où rien ne s'est trop passé en première mi-temps. C'est après le repos que les Marseillais ont marqué leur premier but par l'ex-bordelais Antoine Martinez, juste après l'heure de jeu. Martinez qui va doubler la mise. Une dizaine de minutes plus tard, 2-0 pour l'Olympique de Marseille, où ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Antoine Martinez ayant été à l'occasion de ce match contre Brest le détonateur. 2-0. Et puis, à la 78e minute, les joueurs de l'Olympique de Marseille vont bénéficier d'un penalty